Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du PRCF à laquelle vous commencez à vous habituer pour la semaine du 11 au 17 septembre 2023. Un petit décalage était inévitable du fait de la fête de l'humanité, à propos de laquelle nous reviendrons dans une vidéo spéciale, mais en attendant, c'est parti pour donc la revue de presse du 11 au 17 septembre 2023, et pour commencer, l'événement de la semaine. Et l'événement de la semaine, eh bien, c'est la rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, dont on n'a pas entendu beaucoup parler, mais qui s'est déroulée mercredi 13 septembre 2023 au cosmodrome de Vostochny, avant que soit annoncée une visite du président russe, quand cela lui conviendra, à Pyongyang. Alors la venue du président nord-coréen en Russie, ce qui était quand même la première venue depuis 2019, montre comment cette dernière, la Russie, accélère son basculement géopolitique vers l'espace Indo-Pacifique ainsi que vers l'Afrique. Car il faut quand même rappeler que la Russie avait organisé un sommet Russie-Afrique fin juillet dernier et a participé au sommet des BRICS qui se sont élargis d'ailleurs fin août dernier. Un basculement géopolitique de la Russie qui s'inscrit de manière plus générale dans le cadre du grand basculement géopolitique du centre du monde, renforçant de fait le camp anti-hégémonique, et nous insistons sur le terme anti-hégémonique, qui souhaite en finir avec la tutelle historique de l'impérialisme états-unien et de ses sbires, notamment européistes. Et on ne sera pas étonné, dans cette optique, que la coopération entre la Russie et la Corée du Nord concerne surtout le volet militaire, à l'heure où l'axe UE-OTAN enjoint ses membres à consacrer 2% de la richesse nationale au budget de la défense. Rappelons d'ailleurs que pour la France, cela signifie un plan de 413 milliards d'euros qui a été annoncé le 20 janvier dernier par Emmanuel Macron au lendemain de la première journée de mobilisation contre la contre-réforme des retraites, ce n'est pas un hasard bien sûr, afin de préparer la France à mener les guerres de haute intensité vers l'Est, la guerre en Ukraine n'étant de fait qu'un premier théâtre d'opération. Bien entendu, le régime poutinien issu de la contre-révolution de 1991 est dominé par l'oligarchie bourgeoise qui n'hésite pas à réprimer d'ailleurs sévèrement les communistes, cela on l'avait vu à l'occasion des élections de septembre 2021, et c'est ce qu'avait d'ailleurs condamné avec force le PRCF. Ce régime poutinien ne saurait être une force au service d'un front anti-impérialiste, un front auquel participe le PRCF dans le cadre de la plateforme mondiale anti-impérialiste. Nous le savons parfaitement, tout comme nous savons que pour œuvrer à la reconstitution d'un grand mouvement communiste international, eh bien, on ne pourra certainement pas compter sur le régime poutinien, puisque ce dernier manifeste son anti-bolchevisme de manière primitive et viscérale, comme lorsque Lénine avait été accusé d'être responsable de l'existence de l'Ukraine. Mais, dans la logique d'articulation de tous les fronts, comme le théorisait parfaitement Lénine ou même Mao Tse-tung, la politique extérieure poutinienne enfonce un nouveau coin dans l'hégémonisme états-unien, et permet au PRCF, dès lors, de toujours plus concentrer son combat contre son ennemi principal qui est dans son propre pays, comme le disait d'ailleurs très bien Karl Liebknecht en 1914. Et cet ennemi principal, c'est l'oligarchie euro-atlantique et ses alliés objectifs, ce qui inclut d'ailleurs l'extrême droite le péno-zémouriste. Le chiffre de la semaine à présent. Le chiffre de la semaine à présent, eh bien c'est encore un chiffre dramatique, puisque c'est au moins 11 300, le lourd bilan, et malheureusement très provisoire, des inondations qui ont touché la ville de Derna en Libye. Le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU évoquant même un bilan catastrophique parce qu'il faut ajouter au moins 10 000 disparus supplémentaires. Alors après le Maroc, c'est la Libye qui subit les dégâts colossaux des ravages naturels, mais pas que naturels, plus encore anthropiques. Car dans le cas présent, ce sont deux barrages fissurés qui ont cédé face à la pression hydraulique et ce qui a eu pour conséquence de provoquer ce dramatique bilan. Mais rappelons que la Libye est un pays qui a été détruit à la suite de l'intervention criminelle franco-britannique sous l'impulsion du criminel de guerre Nicolas Sarkozy en 2011. L'occasion pour le roi thaumaturge Macron a dès lors été donnée. Le roi thaumaturge, c'est ainsi qu'il a été analysé il y a quelques années par la philosophe Isabelle de Meckenem, dans un article qui était paru dans Marianne. Eh bien, l'occasion était donnée au soi-disant roi thaumaturge de proposer l'aide humanitaire qui, comme le souligne à raison Radio France Internationale, est d'autant plus bienvenue que la France a une grande responsabilité dans le chaos libyen,
pour avoir pris l'initiative de l'intervention militaire de 2011 contre le régime du colonel Kadhafi. Donc RFI signale ceci, c'est dire quand même au point où nous en sommes. Car il est difficile en effet pour la Libye de ne pas accepter le semblant d'aide humanitaire des pays dits occidentaux, eux qui ont détruit la souveraineté de celle-ci, et de tant d'autres pays d'ailleurs, à l'image de la souveraineté de l'Irak, pour asseoir leur domination néocoloniale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Maroc, quel que soit ce qu'on pense de la décision, a bloqué les propositions d'aide américaines et françaises, montrant au passage que l'ingérence faussement humanitaire des pays dits occidentaux, ce qui n'enlève pas l'engagement sincère de militants bénévoles au nom de la solidarité, cela existe, notamment en France, il n'empêche que cette ingérence humanitaire est désormais de plus en plus rejetée par les anciens mondes dominés, au même titre d'ailleurs que leurs prétentions impérialistes. À présent, nous pouvons passer à l'image de la semaine qui, une nouvelle fois, fera couler pas mal d'encre. Et cette image nous vient de Gréoux-les-Bains, dans le Var, où se tenait l'université d'été de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. C'est une image qui est en date précisément du dimanche 10 septembre. Nous aurions pu en parler dans la revue de presse précédente, mais en réalité nous n'avions pas encore eu le temps d'avoir l'information. Et surtout, elle illustre parfaitement le projet porté par le duo Zemmour-Maréchal, à savoir la guerre des civilisations, dans une version des croisades du XXIe siècle. Déjà, le choix du nom du parti d'Éric Zemmour ne pouvait laisser indifférent, par sa référence à la Reconquista, menée par les rois catholiques d'Espagne au Moyen-Âge, afin de chasser les Sarrasins, ainsi appelés à l'époque, de la péninsule ibérique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fut fait en 1492, au même titre d'ailleurs que les Juifs, à moins qu'ils soient forcés de se convertir, après plusieurs siècles de bataille. Cette photographie fait en outre totalement écho à l'article de l'essayiste Hans Kundany dont nous avions parlé dans la dernière revue de presse. Je rappelle que c'est un essayiste allemand qui s'inquiétait du tournant civilisationnel de l'Europe, du fait de l'explosion du fantasme d'une Europe blanche et chrétienne. Et finalement, cette photographie permet surtout de rappeler que les pseudo-patriotes, zémouro-maréchalistes, et vous pouvez inclure bien sûr Marine Le Pen, sont parfaitement compatibles avec l'ordre UE-OTAN, dont ils ne veulent pas sortir. Ce qu'avait d'ailleurs rappelé avec force l'ancien propagandiste de CNews, à l'occasion d'un pseudo-débat avec son grand copain Michel Onfray en octobre 2021, au nom d'ailleurs d'arguments essentialistes délirants du type « La France n'est pas le Royaume-Uni ». Oui, ça nous le savions. Frexit ou pas Frexit, c'est vous qui commencez. Alors, pas Frexit. Et je m'explique tout de suite. Je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. C'est une révélation que je vous fais ce soir. Oui. Nous avions cette confiance en soi pendant des siècles. Stendhal raconte que le Français de 1800 se croit au-dessus du monde et que son complexe de supériorité ne ressemble qu'à celui du Romain de l'Antiquité. Donc c'est vous dire qu'on a connu ça. Mais nous ne sommes plus ce peuple français-là, malheureusement. Et moi, je le regrette encore plus que beaucoup. Nous devons faire donc avec le peuple français d'aujourd'hui, qui ne supporte plus de ne pas avoir des alliés, qui ne supporte plus de ne pas être dans... Vous voyez, d'être... Donc il faut rester attaché à l'Union. Exactement. Donc, nous ne pouvons pas sortir. En plus, je finis, l'Angleterre n'était pas dans l'euro. L'Angleterre n'était pas dans Schengen. Bien sûr, c'est plus simple. Merci. Et en plus, dernier point, l'Angleterre a une presse eurosceptique très puissante que la France n'a pas. Nous avons une presse euro-béate de droite à gauche. Des médias globalement tous pro-européens. On est d'accord, on le sait. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, et dernier point, si vous me permettez Michel, dernier point, sur un plan tactique alors, c'est que je pense que nous pouvons rassembler sur le thème de immigration, identité, vous voyez, tous ces thèmes-là, nous pouvons rassembler une vaste portion. On a, je pense, tous les sondages le prouvent, 70% des gens qui sont d'accord avec des idées que je porte, que d'autres portent. En revanche, dès qu'on met la question européenne au milieu, on coupe D'accord. Donc vous voulez faire votre priorité l'immigration plutôt que l'appartenance à l'Union. Michel, vous êtes, je crois... Preuve s'il en était encore que l'admirateur de Pétain, et même le réhabilitateur de Pétain, et son ami Maréchal, sont des tartufferies pseudo-patriotes et fondamentalement dangereux pour le pays. C'est vrai qu'Éric Zemmour aurait pu être une personnalité de la semaine, mais il y avait une autre personnalité de la semaine dont nous allons parler maintenant, et qui elle aussi fait grand bruit, eh bien c'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux,
qui va être jugé pour prise illégale d'intérêt en novembre prochain, comme l'a confirmé plus précisément la Cour de cassation. Le ministre de la Justice est en effet soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat dans 2 dossiers, comme le rapporte très bien BFM. Comme quoi, parfois, BFM peut rapporter des choses à peu près correctement. Chose remarquable à signaler à ce sujet, c'est que Éric Dupond-Moretti a en réalité été déjà mis en examen pour le motif invoqué à l'été 2021. Et donc il vient de subir un énième camouflet de la part de la Cour de cassation, la seule en mesure d'empêcher le procès qui finalement aura bien lieu. Alors naturellement, sombrant dans le complotisme dans lequel s'égarent très souvent les tenants de l'ordre euro-atlantique, le garde des Sceaux ne peut s'empêcher d'y voir une action politique, qui serait commanditée par le syndicat de la magistrature. Et comme ce dernier était présent à la fête de l'UMA, eh bien évidemment, il a été accusé de se substituer à la justice, et ainsi, Éric Dupond-Moretti ne fait qu'adopter le vocabulaire de l'extrême droite, qui, comme à son habitude elle aussi, en profite pour dénoncer la justice gauchiste et laxiste, à l'image du journal du dimanche, qui regrette que ce syndicat politisé ne soit pas sanctionné. De fait, le JDD appuie Éric Dupond-Moretti. Évidemment, inutile d'espérer des propos semblables de la part de la Macronie ou de l'extrême droite au sujet du prétendu syndicat de Police Alliance, qui ne cesse de faire progresser la fascisation et la milicisation au sein de la structure policière. Et justement, la Macronie, elle est évidemment terriblement silencieuse sur l'affaire. En même temps, il est difficile de faire autrement, puisque d'une part, Elisabeth Borne a clairement annoncé la couleur en refusant de pousser un ministre à la démission en cas de mise en examen. Et c'est vrai que ce serait problématique, parce que c'est une situation qui ne manque pas au sein de la Macronie, les cas des mises en examen. Que l'on pense à François Bayrou, dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires MoDem, à Richard Ferrand, pour prise illégale d'intérêt dans le cadre de l'affaire des mutuelles. Il n'y a pas eu de résultat parce qu'il y a eu prescription de l'affaire. Que l'on pense à l'ancienne championne olympique d'escrime Laura Flessel, pour des démêlés avec le fisc. Et bien entendu, les affaires Benalla, Alexis Kohler et compagnie. Enfin bon, il y en a tellement de mises en examen, elles sont devenues une véritable spécialité, terriblement révélatrice du degré de corruption qui frappe l'oligarchie euro-atlantique de la France. Une corruption gouvernementale qui, comme le rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, est le résultat de l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme. Et nous insistons d'ailleurs encore plus sur la déclaration de 1793. Bien entendu, il n'est même pas question de demander le respect des droits de l'homme à des gouvernements euro-atlantiques qui passent leur temps à les détruire. Mais en tout cas, l'affaire Dupond-Moretti illustre toujours plus le degré d'effondrement moral et matériel de ce qu'il reste de la République en place, et nécessite plus que jamais de mettre en place la seule République qui vaille, c'est-à-dire une République unie et indivisible, laïque et socialiste. La déclaration de la semaine, à présent. Eh bien, nous aurons l'occasion certainement d'en reparler dans un autre contexte, la voici. Ils ont peur que ça pète. Ils sentent bien que ça boue dans le pays. Et je ne souhaite pas que ça explose. Je souhaite que ça bouge. Oui, nous en reparlerons parce que cette phrase a été prononcée au début de la fête de l'humanité, et bien entendu, elle est signée Fabien Roussel, en pleine fête de l'humanité. Et qui, comme à son habitude, veut se poser en homme de dialogue. D'ailleurs, il a eu l'occasion d'échanger avec Édouard Philippe, et même de se tutoyer dans une ambiance cordiale. Un homme de dialogue raisonnable avec les ennemis de classe. Il l'avait d'ailleurs déjà montré à l'occasion, et la revue de presse précédente y fait clairement référence. Mais en revanche, un homme de dialogue clivant avec ses alliés potentiels, agaçant de plus en plus notamment les eurobellicistes Europe Écologie Les Verts et la France de moins en moins insoumise, qui sont favorables à une liste commune pour le scrutin européiste de juin prochain. Mais de toute évidence, Fabien Roussel ne saisit pas, mais est-ce qu'il en est au moins capable, que l'ordre établi est archi-verrouillé totalement par l'oligarchie euro-atlantique au pouvoir, et que seul l'affrontement de classe permettra de s'en sortir, et qu'en réalité, le Rassemblement lepéniste, tout autant antipopulaire et antipatriotique que la Macronie, eh ben, elle aussi, elle a peur d'une explosion sociale puissante et émancipatrice. Mais inutile d'être étonné par cette nouvelle, et pas dernière, il y en aura d'autres, hein, rassurez-vous, sortie toujours moins communiste, ou prétendu communiste, de celui qui a rendu un vibrant hommage à Laurent Berger et à son travail, son engagement en juin dernier, après que ce dernier a cédé la place à Marie-Lise Léon,
Et d'ailleurs, cette dernière, nouvelle patronne de la CFDT, a certainement plu à Fabien Roussel, puisqu'elle a annoncé la couleur, la semaine dernière également, dans ce qui peut apparaître comme l'autre déclaration de la semaine, saluant l'exemple de l'ouverture du dialogue et de la négociation de la part des contrôleurs aériens qui se sont engagés à interdire les mouvements sociaux et les grèves à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Voilà. Contrôleurs aériens qui acceptent de ne pas faire grève pendant toute la durée des Jeux Olympiques. C'est une bonne idée, il faut suivre leur exemple à la RATP, à la SNCF. Il faut prendre l'exemple de l'ouverture du dialogue et de la négociation. Voilà, ils ont conclu un accord. Ça veut dire que chaque partie s'y retrouve et je pense que c'est très bien d'avoir pu anticiper par rapport aux Jeux Olympiques. Bref, une Marie Déséon qui se pliera en revanche à la journée interprofessionnelle du vendredi 13 octobre prochain, la fameuse rentrée sociale, un petit peu tardive, hein, mais bon, qui a été décidée par, d'ailleurs, son ancien patron, Laurent Berger, à la tête de la Confédération européenne des syndicats. Bref, tout ça n'est pas fait pour déplaire, et au contraire même pour plaire au chantre du dialogue et de l'autre Europe, qu'est Fabien Roussel. L'Europe, justement, lue au quotidien, eh bien, c'est cet événement du samedi 16 septembre 2023, puisque les ministres des Finances de l'UE se sont accordés sur un calendrier précis appelant à la réforme des règles fiscales la régissant. Je cite un peu la logique, hein. Réfléchissant notamment aux imbéciles et dogmatiques critères de Maastricht. Et cela a permis d'avoir une belle photo de famille autour de la présidente de la Banque Centrale Européenne, de la BCE, Christine Lagarde. Alors, derrière ce vocabulaire très technique classique, les Européens seront peut-être ravis, parce qu'ils croiront dans la possibilité d'une Europe sociale. Bon, à ceci près que les négociations s'annoncent très difficiles, parce qu'il y a un bloc des pays d'Europe du Nord, tenant de la rigueur, et en particulier, bien sûr, l'Allemagne, la RFA, la République fédérale d'Allemagne, avec sa logique ordolibérale, qui a subordonné le traité de Maastricht à l'aval de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en 1993. Et pour qui la révision de la rigueur monétaire est absolument inacceptable. Une vision d'ailleurs qui est partagée par l'Autriche ou les Pays-Bas, celle de la rigueur monétaire. Finalement, c'est une pseudo-annonce qui ne réglera pas de toute façon le problème majeur, qui est que l'Union européenne, via sa mortifère commission, multiplie les directives et autres recommandations qui ne font que traduire par parenthèse les fameuses grandes orientations de politique économique, GOPE, qui détruisent les retraites, le service public, les conquêtes sociales, les droits des travailleurs. Mais malgré tout, vous verrez fleurir dans les semaines et les mois à venir les discours euro-pseudo-sociaux de la gauche établie lors du prochain scrutin européiste. Sans tenir compte pourtant du fait qu'Alain Madelin, un ancien d'Occident, avait clairement affirmé en juin 1992 que le traité de Maastricht agit comme une assurance vie pour éviter le retour à l'expérience socialiste pure et dure, précision de 1981-1983, si tant est que cette dernière a été d'ailleurs vraiment socialiste. Nous n'aurons même pas besoin de parler du socialisme réel. En attendant de connaître le compromis chiffré qui sortira du possible assouplissement des règles financières de l'UE du capital, une chose est certaine, c'est que les travailleurs, eux, continueront de trinquer. Enfin, l'actu idéologique culturelle de la semaine, elle nous amène du côté d'un combat mené par les enseignants du lycée Angela Davis, enfin du futur lycée qui s'appelait jusqu'à présent Angela Davis, depuis 2018. Pourquoi je dis qu'il s'appelait? Tout simplement parce que, en réalité, le lycée est en train d'être débaptisé, et comme le rappelle la condition féminine du PRCF, qui s'est élevée contre cette décision inacceptable, le choix de donner au lycée de Saint-Denis le nom d'Angela Davis avait été pris démocratiquement en 2018, déjà par le conseil d'administration du lycée, la majorité des collectivités impliquées dans le territoire et le rectorat de l'académie de Créteil. Seulement voilà, cette décision était insupportable pour la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Entre parenthèses, on ne sait toujours pas où elle en est dans son Pécresseton, hein, mais passons. La Versaillaise, qui d'ailleurs, avec qui Fabien Roussel était heureux de poser bras dessus, bras dessous à la fête de l'humanité en 2021, nous ne le rappellerons jamais assez. Mais pour Valérie Pécresse, eh bien, les positions d'Angela Davis étaient contraires aux lois de la République. Des lois que pourtant les forces réactionnaires et fascistes ne cessent de combattre quotidiennement. En réalité, cet événement illustre
une nouvelle fois la nécessité de mener le combat pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste, ce que d'ailleurs le PRCF proposait à la discussion lors de la fête de l'Humanité le dimanche 17 septembre à 11 h sur son stand. D'autant plus que nous assistons à une déferlante fascisante experte en débaptisation de non-progressistes, et encore plus en non-communistes. Prenons un exemple très concret. L'ancien inspecteur général de l'éducation nationale, inspecteur IPR, donc plutôt régional, de l'éducation nationale en histoire-géographie, le défunt Laurent Wetzel. À peine élu maire de la commune de Sartrouville dans les Yvelines en 1989, il lança une campagne, je cite, de débolchevisation du paysage urbain. Ainsi, au revoir les noms de Marcel Cachin, Ho Chi Minh, Benoît Frachon, Karl Marx, Jacques Duclos, ou encore, et surtout certainement, Lénine. Et bonjour à Charles Péguy, Robert Schuman, Alexis de Tocqueville, ou bien encore Léon Jouot. Il fallait quand même bien rendre hommage à l'anticommunisme du traître ayant rallié l'Union sacrée en 1914, et qui, par la suite, scissionna avec la CGT en 1947 avec l'appui financier, et pas que financier d'ailleurs, de la CIA. Laurent Wetzel qui alla même jusqu'à débaptiser un gymnase Nelson Mandela pour le renommer Félix Éboué. Eh oui, le temps glorieux des colonies. Cette tendance s'accélère en particulier à l'encontre de Lénine, dont on ne parle jamais. Comme d'ailleurs le rappelle un article signé Mathieu Cresson, paru pour le site de l'Institut de recherche économique et fiscale, c'est un programme déjà de mon site, qui est paru en mars 2023 et qui s'intitule « Débaptisons les voies Lénine en France ». Ni plus ni moins, voilà le projet de ce néolibéral fanatique. Et ce brillant professeur déculait les clichés les plus anticommunistes en affirmant par exemple « Comment est-ce possible en France, en 2023 ? Le livre noir du communisme, le fameux, 1997, dont la rédaction fut dirigée par l'historien Stéphane Courtois, enfin plutôt le militant, a fait état de 85 millions de morts, on n'a pas le droit aux 100 millions cette fois, imputables au communisme, dont 18 millions à l'URSS. Lénine est l'inventeur du système totalitaire qui a été aussi mis en pratique par Hitler. Il est temps qu'un grand nombre de voix s'élèvent pour faire débaptiser ces rues, dont les noms ne font guère honneur à notre pays. Que ce monsieur Cresson soit rassuré, malheureusement d'ailleurs, la mission est déjà accomplie à Lorient, puisque le samedi 26 février 2022, dans l'indifférence la plus totale, 2 jours après le début de l'offensive russe en Ukraine, le maire de la commune, Fabrice Leher, a profité de l'occasion pour débaptiser l'avenue Lénine. En précisant, nous avions cette idée depuis un moment. Le déclenchement de la guerre ne fait qu'accélérer le processus de décision. Et ce, bien que Fabrice Leher, d'ailleurs, soit d'ordinaire assez opposé au fait de faire repentance de notre histoire. Mais, selon lui, Lénine est l'inspirateur d'une idéologie meurtrière au XXe siècle. Staline est son enfant politique. Au passage, qu'importe l'amalgame avec Poutine, alors que ce dernier a vivement critiqué Lénine en le rendant responsable de l'existence de l'Ukraine le 20 février 2022, au moment puisque l'Ukraine, finalement, avait trouvé, non pas son indépendance en réalité, mais une autonomie lors de la révolution bolchevique. Pour qui en douterait encore, vous voyez vraiment que la mise au pas frappe de plus en plus les enseignants. Et de ce point de vue, mener la bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste est indispensable face à la fascisation galopante. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le PRCF organisera un colloque dans le cadre du 100e anniversaire de la mort de Lénine pour traiter notamment de ce sujet. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse de la semaine du 11 au 17 septembre, que vous pouvez naturellement retrouver sur le site Initiative Communiste, sur l'ensemble des réseaux sociaux du PRCF. N'hésitez pas bien sûr à apporter vos remarques, vos critiques, et surtout, à plus que jamais, mener le combat pour cette hégémonie culturelle progressiste, et plus généralement pour la reconstruction d'un vrai parti communiste dont nous avons besoin, en ne perdant jamais de vue d'une chose, c'est que l'avenir appartient aux révolutionnaires. Le combat continue, camarades.